C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux. Les grands moments de retrouvailles et de partage dans la vie d'une commune sont essentiels. Aussi, nous avons tenu à inviter l'ensemble des personnes qui, à leur niveau respectif, contribuent au bien-être de notre collectivité, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. L'année dernière, à cette même place, j'évoquais les événements tragiques de l'année 2015. Tout le monde a encore en mémoire les crimes perpétrés le 11 janvier, puis le 13 novembre. En 2016, notre pays a de nouveau été la cible d'attentats meurtriers. Le 13 juin, un djihadiste tué par arme blanche, un commandant de police, et égorge sa compagne, également fonctionnaire de police. Le 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice, un fou illuminé fonçait délibérément au volant d'un poids lourd sur la foule et tué 86 personnes. Moins de 2 semaines après cet attentat, le mardi 26 juillet, au cours d'une prise d'otage, un prêtre était assassiné par 2 individus se réclamant de Daesh. Nos pensées, bien évidemment, se tournent vers les victimes, leurs familles, les témoins de tous ceux dont la vie a été menacée. Ces actes terroristes n'ont qu'un but, terroriser la population par la violence de ces crimes odieux. Notre pays et l'Europe sont désormais au cœur de désordres mondiaux et subissent de plein fouet les conséquences de chaos général et international. La crise des exilés et des réfugiés, écho direct des guerres en Syrie et en Irak, nous rappelle qu'on ne peut s'extraire des malheurs du monde que nous avons, pour une part, contribué à créer. Bruxelles, Berlin, Istanbul, Bagdad, nul n'est à l'abri. Ces fous endoctrinés agissent pour le compte d'une idéologie totalitaire et nihiliste, étrangère à la religion qu'ils prétendent servir. À cet instant, en votre nom, j'exprime toute notre considération pour l'ensemble des forces de sécurité qui agissent au quotidien pour notre protection. Laisser l'année 2016 derrière nous, ce n'est pas oublier, parce que le passage d'une année à l'autre, ce n'est pas une rupture, une sorte de miracle qui permettrait de tout effacer et de repartir à zéro. Les grandes angoisses, les dangers légués par les années passées travaillent en profondeur notre monde. Face à cela, nous avons l'impérieux devoir d'éviter 2 écueils. Le premier est celui de la division. C'est l'un des objectifs recherchés par ces lâches assassins. Nous ne devons pas leur donner raison. Nous devons au contraire afficher l'unité de notre démocratie au-delà des origines et des religions de chacune et de chacun. Le second écueil est celui du déni. La France a aujourd'hui des ennemis déclarés qui veulent détruire ce qu'elle incarne, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité, ô combien importante dans ce combat contre l'obscurantisme religieux. À nous d'en prendre conscience et d'y apporter des réponses adaptées, avec toute la force et l'engagement nécessaires. C'est un défi que notre pays doit relever. C'est au sein de nos communes que se tissent les solidarités au quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent les valeurs de la République, dans nos quartiers que se construit ce si précieux, vivre ensemble. Nous devons retrouver les ressorts d'une citoyenneté active et partagée. Ce sera donc notre principal défi collectif pour les prochains mois. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les replis, les divisions identitaires, que tout ceci charrie auront trouvé dans cette série d'événements un carburant redoutablement efficace. L'extrême droite, en progression constante depuis 25 ans de néolibéralisme, atteint de nouvelles cimes électorales. Ce sont désormais des millions d'électeurs qui sont poussés à la considérer comme un recours possible. L'action et les débats pour progresser vers l'égalité et la justice ont été laminés au profit de thèmes réactionnaires, de l'identitaire, de l'autoritaire, du sécuritaire, de la guerre de tous contre tous, ainsi
toutes les divisions de la guerre des civilisations et son cortège de racisme et de haine en tout genre. Face à cette situation, les forces de la gauche de transformation sociale et écologique doivent se rencontrer, se parler, pour présenter au pays un programme simple, lisible et crédible. Elles doivent se mettre à l'écoute de ceux de nos concitoyens qui n'ont pas renoncé et doivent tirer des conclusions. Il faut également convaincre de l'impossibilité pour nos sociétés à perdurer sur des schémas inégalitaires et des bouleversements environnementaux engendrés par notre activité. Le rôle des partis politiques est de prendre la mesure du danger qui nous guette, les idéaux de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité sont les moteurs de notre action. Nous vivons une époque charnière. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, détruire ce qui fonctionne ou renoncer à ce qui fait notre singularité. En d'autres termes, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut s'adapter pour ne pas subir, ne pas voir cette mutation comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. En gardant cette logique qui est l'essence de notre démocratie, les élus au plus près des préoccupations et comme fil conducteur, le citoyen acteur. Dans ce cadre, il ne peut y avoir de métropole sans les communes. La commune doit rester cet espace de liberté et d'échange entre les élus et les citoyens. Il ne s'agit pas de mener un combat d'arrière-garde, mais bien de préserver ces espaces, ces lieux de vie démocratique. Ne pas le faire, ce serait se priver de 550 000 femmes et hommes qui, pour la plupart, bénévoles, qui contribuent activement au fonctionnement de notre République. Le choix de la proximité constitue à mes yeux l'ADN de notre démocratie. Nous voulons rester proches de la population en nous déplaçant dans les quartiers à la rencontre de nos concitoyens. Cette année, nous sommes appelés à voter d'abord pour l'élection présidentielle et ensuite pour une nouvelle représentation nationale. On a bientôt 5 ans que François Hollande tient le poste suprême que lui confère la Constitution de la Ve République. Je ne vais pas faire ici devant vous la liste des actions que nous étions en droit d'attendre. Mais s'il en est une qui a de plus en plus d'effets négatifs, c'est celle de ne pas avoir voté la proposition de loi d'amnistie sociale concernant les délits commis lors des conflits sociaux. Parce qu'aujourd'hui, contester les choix stratégiques patronaux est un délit, alors que la cupidité des dirigeants des grands groupes pour rémunérer l'actionnaire, que la spéculation réduit à néant les efforts réalisés par les entreprises locales, que cette voracité a s'accaparer toujours plus de richesses, et que les responsables, eux, ne sont jamais mis au bord des accusés. Cette loi aurait à coup sûr calmé les velléités de ces spéculateurs. Tant il est vrai, au regard des faits jugés, vous avez pu le remarquer tout au long de cette année, qu'une chemise déchirée ou une escroquerie en mode organisé qui coûte 405 millions aux contribuables a peu de valeur et plus de valeur qu'un licenciement de centaines de travailleurs pour ce qui est jugé. Au regard de la situation que traverse notre pays et des incertitudes au niveau international, je m'interroge sur ce que je qualifierais de séisme politique et social à l'image de ce que connaissent les États-Unis. L'élection de Donald Trump à la présidence ne doit pas nous laisser indifférents. Est-ce la traduction d'un mouvement de fond dont les orientations seraient l'exigence d'une politique de repli, une politique de l'entre-soi, où l'autre n'aurait pas sa place? Ou est-ce la réponse du peuple aux promesses non tenues? Il existe dans notre pays un risque, les derniers scrutins le montrent, c'est l'expression d'un vote populiste, où les scores élevés du Front National et les records atteints par l'abstention. Pour les prochains mois, ne pas répondre aux attentes et aux frustrations serait s'asseoir sur une bombe à retardement et mettre la République en danger. D'ailleurs, l'enthousiasme avec lequel Marine Le Pen a salué la volonté politique de Donald Trump, or sa capacité à empêcher les délocalisations est révélateur de la politique qu'elle compte mener si elle parvenait au pouvoir. Alors qu'en réalité, cette concession de la part du groupe Ford, qui était visée,
est simplement liée à la promesse de baisser la fiscalité des entreprises de 20%. En d'autres termes, pour les grands groupes, c'est demander, vous aurez. Et autant de moins pour les finances publiques, donc pour les PME, les PMI, les artisans, les commerçants, et donc pour les investissements publics et de proximité.